Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent, le micro des talents français. Chaque semaine, chaque dimanche à 19h sur Sud Radio. C'est l'un des chefs les plus emblématiques de la gastronomie française, doublement étoilé au grand restaurant, créateur d'une dizaine d'adresses qui racontent chacune une facette de son univers. Je vous le donne en mille et oui, il s'agit bien du chef Jean-François Piège. Bienvenue Jean-François. Bonjour ou bonsoir Judith. Bonjour, eh bien comme vous voulez, hein. À 19h on peut aussi dire bonsoir. On fait ce qu'on veut. Cette année, vous publiez un livre hommage, Jean-François, Ma cuisine française à la poule au pot, hein. C'est aux éditions Hachette Cuisine, je l'ai dans la main, c'est un très joli livre. Vous célébrez les 90 ans du restaurant. Et puis sinon, vous avez 17 livres, des milliers de recettes, vous avez été juré de Top Chef. Votre cuisine, elle parle à tout le monde, et ben c'est excellent, bienvenue encore. Hein. Merci. Puis d'ailleurs vous le savez hein, tous, c'est excellent, c'est l'émission qui crée le lien. C'est une comédienne au parcours aussi dense qu'exigeant, que l'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans des films d'auteur que dans des grandes fresques télévisuelles et sur les planches de nos théâtres. Florence Darel, bienvenue dans C'est excellent. Vous officiez en ce moment sur scène au théâtre de Passy dans Drôle de justice, la pièce de Jean-Marie Roy, mise en scène par Daniel Collas aux côtés de Daniel Russo, que j'ai reçu d'ailleurs, dans un vaudeville judiciaire où l'on rit mais où la vérité finit toujours par sortir du placard, de l'humour comme on l'aime sur Sud Radio. Bienvenue à nous. Merci, je vous en prie. Vous avez choisi C'est excellent sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Alors Jean-François Piège, vous avez une actualité toujours très dense, hein, on peut dire ça. Vous arrêtez jamais. Alors on va commencer quand même avec ces 90 ans de la poule au pot. Alors la poule au pot, c'est un bistrot mythique hein, du vieux Paris, oui. Que vous avez repris depuis 2018, hein, c'est bien ça ? Oui, absolument. On n'est que les troisième propriétaires depuis aujourd'hui, c'est 90 ans. Ouais. 2018, 2025, 7 ans, donc ils se sont... 7 ans, c'est un cycle, hein. C'est un cycle, hein. Ouais. Mais ils ont gardé un 43 et l'autre le reste... Ok. Donc c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Qu'est-ce que vous avez changé ? Vous l'avez changé un peu ou... Surtout pas. Surtout en fait, pas. c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est qu'en fait, il était dans son jus et qu'il représentait ce que je pourrais jamais voir, c'est-à-dire voir les Halles au cœur de Paris. Ouais. Ce ventre de Paris. Et il célébrait une cuisine que j'adore, cette cuisine française qui fait que elle est aujourd'hui reconnue dans le monde entier, mais elle vient d'un temps qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai d'autres restaurants où je fais une cuisine plutôt moderne. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est une machine à remonter le temps extraordinaire dans lequel... Et avec des grands classiques qu'on connaît tous, hein, la salade niçoise. Vous connaissez la racine du mot traditionnel ? Allez-y. C'est transmettre. Bah oui, ça c'est logique. Donc en fait... C'est devenu la tradition, c'est la tradition parce qu'on l'a transmis. Sûr. Donc on essaye on continue. Ah, voilà, la gratinée à l'oignon des Halles. Cette soupe elle est magnifique. Hein. Pour ceux qui ont YouTube, je vous montre quand même. Ça donne très très envie. Il est 19h, on est dimanche, on a très faim. Oh, c'est la bonne heure pour. Voilà. Alors celle-ci, elle était mangée au petit matin en général, parce que ce quartier à l'époque vivait la nuit, et donc c'est ceux qui traînaient un peu ou sortaient d'endroits où ils s'étaient amusés. Il fallait se remplir le ventre pour rentrer un peu plus droit à la maison, quoi. C'est ça. On imagine bien la scène. Alors vous avez dit, Jean-François Piège, chaque cicatrice d'un endroit définit le fait qu'il est d'époque. Les traces du temps qui vous inspirent le plus dans ce bistrot, quand même, s'il y en a une en particulier. Il y en a beaucoup. C'est son sol qui est... c'est une ancienne boucherie. Donc son sol est particulier et à l'époque, le sol était un petit peu en pente pour laisser écouler les résidus que la viande pouvait laisser tomber. Et en fait, la réalité, c'est que on l'a pas touché. Donc il y a C'est le même sol depuis 90 ans. Depuis 90 ans. Incroyable. C'est le papier peint, on l'a pas touché. Il se décollait, on l'a recollé. On a patiné ce qui devait être patiné. Si, on a changé des choses en fait quand on l'a acheté, c'est qu'on a enlevé ce qui n'était pas d'époque pour ne laisser que ce qui était original. Bravo. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui fait aussi son charme. Et exactement. On imagine que l'atmosphère en plus doit être très particulière parce que vous avez toutes ces générations de gens qui sont imprégnés dans les murs, quoi. Il y a une petite histoire à la poule au pot, c'est que mon prédécesseur avait une habitude, c'est quand quelqu'un de connu venait manger, il gravait son nom sur une plaque et il l'a cloué au mur. Donc on est arrivé avec un nombre de plaques incroyable. Et il y a eu Johnny Hallyday, Jacques Brel, Mick Jagger, Sarah Jessica Parker en plus contemporain. Mais ça c'est nous qui l'avons rajouté. Parce que d'accord, c'est pour vous qu'il est venu. D'accord. Et donc nous on a continué cette tradition et ça fait... Mais il y a des plaques qui sont très usées parce qu'elles ont été frottées pour qu'elles continuent à briller assez souvent. Donc voilà, c'est un bout de Paris. Mais Paris, c'est quoi ? On s'en est aperçu pendant le Covid, quand tous ces endroits étaient fermés. La vie de Paris, c'est ces endroits, en fait. Bien sûr.
Alors vous l'avez dit aussi, la poule au pot, c'était un rêve de gosse pour vous. C'est-à-dire, vous avez été nourri par les films d'Audiard, par Duvivier, par Jean Gabin derrière un comptoir. Donc, Oui, d'ailleurs, c'est un film de Duvivier. Tout à fait. Dans lequel il tient un restaurant dans les Halles. Et j'ai cru à un moment donné, quand j'ai eu la chance de pouvoir acheter, que c'était la poule au pot. Et en regardant le film, je me suis aperçu que c'était pas celle-là. Bon, j'étais un peu déçu, mais j'étais content de la voir. Est-ce que vous êtes nostalgique, Jean-François Piège? La nostalgie voudrait dire que ce sentiment épouse des regrets. Non, je suis amoureux de cette époque que j'ai envie de transmettre et de faire vivre, en fait. Donc, pas nostalgique, je dirais amoureux. Alors, si je vous parle vol au vent de la grande cuisine bourgeoise, par exemple, dites-nous un peu de ce plat. Alors, il y a un truc que vous m'avez dit en antenne quand vous êtes arrivé, c'est que ce qui est important dans ces plats-là, c'est de prendre son temps. Oui, le vrai luxe de cette cuisine, c'est qu'elle prend du temps à être transformée. Ce que nous, on a apporté, en fait, dans ce restaurant, c'est qu'on ne sert rien à l'assiette, on sert que dans des plats et on les pose sur table. Comme c'est des plats qui sont généreux, ça permet de pouvoir les partager. Assez souvent, on partage aujourd'hui dans la cuisine plutôt contemporaine. En France, c'est pas quelque chose. On n'aime pas les manger dans l'assiette de l'autre. C'est pas très poli et puis c'est pas culturel chez nous. Donc puis on aime bien garder ce qu'il y a dans son assiette aussi. Qu'à faire. C'est pour ça qu'à la poule au pot, on en met un peu plus, mais on le met dans des plats. Voilà. Et ça, c'est le hachis parmentier de la poule au pot, mais qu'on fait avec de la queue de bœuf et du paleron. Donc on les fait braiser longuement comme un bourguignon, on les effiloche et dessus on met une jolie pomme de terre mousseline qu'on fait à peine gratiner et qu'on sert avec une jolie salade mesclun. Il y a vraiment les classiques, la blanquette de veau à l'ancienne, le veau maringot. Il y a des très belles images, il y a la choucroute évidemment. Oui. L'idée c'est de raconter la France aussi à travers ça, parce que c'est pas que Paris là. Oui, c'est la question que je me suis posée, jeune provincial, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai dû faire une cuisine qui était... J'ai fait la cuisine des autres à un moment donné, je me suis exprimé et je me suis dit mais tu vas faire quoi? Parce que je peux pas m'appuyer sur une régionalité. Paris n'a pas cette régionalité. On veut le faire croire, oui, il y a des producteurs, mais il n'y a pas forcément les traditions que la France a. Il n'y a pas la personnalité. Exactement. Et donc je me suis dit podium, est-ce que Paris c'est pas le podium de la France? Si. Donc j'ai embrassé l'idée que la cuisine que je ferais était une cuisine française qui met en avant les territoires de France. C'est beau. Si vous deviez choisir juste une recette du livre pour résumer la poule au pot, ça serait laquelle? Alors, pour la résumer, ce serait la poule au pot, c'est le plus simple. Bah oui, logique. Mais une recette que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est l'île flottante aux pralines roses, que ma grand-mère me faisait, parce que je suis originaire de la Drôme, et c'est vrai que ce plat me touche particulièrement. Mais ça, c'est personnel. D'accord. Et vous le proposez, d'ailleurs? Ah, ça, c'est... Immuable. Il y a toujours dans tous vos restaurants. Alors, ça prend d'autres formes au grand restaurant, c'est le blanc à manger, parce que c'est cette Madeleine de Proust que j'ai avec l'île flottante. Ma grand-mère est partie, elle a pas su me transmettre la recette. Donc j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. Vous avez jamais retrouvé le goût? Jamais. Et je me suis dit à un moment donné que... Faut en créer une nouvelle, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bah oui. Florence Darel, quand on écoute Jean-François Piège, il nous transmet un bout de notre mémoire aussi à travers ses plats. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans le contemporain. Dans votre métier, vous aussi, vous transmettez les récits, les héritages, les émotions. Finalement, ce qu'on en tire de ce qu'on entend là, est-ce que c'est pas que la France, elle se raconte à travers la cuisine, à travers la culture, enfin à travers toutes ces créations? C'est exceptionnel, en fait. Oui, et puis ça va très bien ensemble aussi, parce qu'en général, les soirées où on va au théâtre, à l'opéra, on va manger ensuite. Et de quoi parlent les comédiens après avoir joué? De cuisine, très souvent. Et donc, oui, effectivement, c'est un héritage magnifique, rare et à transmettre, à perpétuer. Parce qu'on imagine qu'on mange pas avant de monter sur scène, Florence Darel. Ça dépend. J'ai Julie Savard qui joue ma fille. Elle mange quasiment pendant. Okay. Moi, je suis incapable de manger avant parce que, oui, effectivement, c'est la digestion fait pas bon ménage avec les planches. Avec le stress en plus, non? Avec le stress, avec tout, ouais. Avec le trac juste avant. Vous, c'est une affaire de famille, Jean-François Piège aussi. Tous vos restaurants, c'est avec votre femme, Élodie, d'ailleurs, qui dirige le groupe, je crois, c'est ça. Comment ça se passe? Parce qu'on se demande toujours dans un couple, quand on est tout le temps ensemble, mais finalement vous n'êtes peut-être pas tout le temps ensemble parce que vous travaillez beaucoup dans vos restaurants et elle gère le groupe, mais cette complicité, c'est aussi une construction de tous les jours, mais finalement vous auriez pas fleuri comme ça, c'est ça le mot que je cherchais, si vous n'étiez pas accompagné de madame, j'imagine. Évidemment, parce que j'ai une confiance sans limite
en elle, donc ce qui permet d'avoir un champ de vision qui est plus large et un champ d'action plus large aussi, en fait. Est-ce qu'elle elle goûte vos plats? Est-ce qu'elle ou c'est juste de l'orientation? C'est quoi son rôle exactement aussi auprès de vous, je parle, hein? Les deux, en fait. Moi, je suis plus dans l'opération, elle est plus dans la direction. Mais après, quand on va dire que sur les créations, non, mais on peut avoir un point de vue différent sur certaines choses et on se les exprime, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est la confrontation. Ce qui est important, je pense que quand on travaille ensemble, c'est la confrontation et d'avoir... en tirer un enrichissement, quoi. Exactement. C'est ça le vrai débat qui nous manque aujourd'hui, j'ai envie de dire. Hein, c'est ça, en fait. D'avoir des idées différentes, c'est pas très grave. C'est les confronter pour en tirer le meilleur de soi-même. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et je pense que ça, on peut le relever assez fréquemment dans n'importe quel univers. C'est pas une question de cuisine et c'est pas une question de direction. C'est une question de se dire qu'on s'écoute, on s'entend, même si parfois on a des points de vue divergents. Même si parfois on s'entend pas. Mais il y a quelque chose de meilleur qui va sortir. C'est ça qui est intéressant. Et alors, donnez-nous un autre plat comme ça. Là, autre plat? Ouais. Un dessert, tiens, parce que je vois non, votre mais non, mousse je au vous ai chocolat. déjà donné un dessert. C'est vrai, vous m'avez parlé de l'île flottante. Alors, autre chose, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Je vous vois tourner. Alors, je vous ai parlé, moi j'ai un faible pour le hachis parmentier. Oui. Mais j'ai quelque chose que j'aime beaucoup aussi et qu'on fait en ce moment à la poule au pot. Allez-y. Vous voulez savoir? Bah ouais. C'est l'une de ses signatures, c'est le steak flambé au poivre. Parce qu'on fait un vrai steak flambé qu'on flambe devant les clients. D'accord. Et sur lequel derrière on va mettre... Flambé avec quoi? On flambe avec du cognac, de la fine de champagne. Et on le sert dans un sautoir parce que le steak est cuit dans un sautoir, c'est meilleur que quand il est cuit dans une poêle. Parce que le je vais sautoir, être obligée de venir goûter, quoi. Et ce que j'adore, c'est qu'on le sert avec des frites et on prend les frites et on vient les tremper dans la sauce comme ça. Elles sont fines, elles se plient. Et on sert à côté un cœur de laitue assaisonné avec une vinaigrette dans lequel on fait réduire un petit bouillon de volaille parce que ça donne du corps à la vinaigrette, quelques herbes fraîches dessus, salade, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien manger ça quand je vais. Vous savez jusqu'à quelle heure? Chères auditrices, chers auditeurs, vous avez faim, c'est normal, c'est excellent. Ce soir, on est avec de l'excellence qui se savoure avec le chef étoilé Jean-François Piège et puis l'actrice incarnée Florence Darel. Surtout, vous restez avec moi tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Le meilleur du talent français, c'est excellent et c'est sur Sud Radio. Ce soir, pour vous, le grand chef Jean-François Piège et puis son beau livre, Ma cuisine française à la poule au pot, c'est aux éditions Hachette Cuisine. Et puis la comédienne multitask, j'ai envie de dire, parce qu'elle est vraiment télé, cinéma, théâtre, enfin les grands auteurs, on va en parler justement, de Florence Darel. Florence Darel, vous êtes à l'affiche de Drôle de justice en ce moment au Théâtre de Passy. Alors cette pièce de Jean-Marie Rouard, qui est donc un académicien, un des immortels, membre de l'Académie française, elle est mise en scène par Daniel Collas, c'est au Théâtre de Passy en ce moment. C'est grosso modo, c'est un vaudeville judiciaire, quoi. C'est ça. Oui, enfin, vaudeville judiciaire, la formule est belle, mais c'est un peu plus que ça, parce que ça touche à beaucoup de sujets, mine de rien. Évidemment, il est question d'un magistrat qui attend une promotion et qui va être très contrarié dans sa journée et dans son attente. Mais ça parle aussi de beaucoup de choses par rapport à la famille, par rapport à la place de l'éducation des enfants, de la place dans le couple, par rapport à la foi dans nos idéaux républicains, dans celui que représente la justice, de la faiblesse des êtres, de leur enfance, qui peut tout d'un coup leur donner une carapace, enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec une pièce qui parle d'humanité, quoi. Oui, beaucoup. C'est ça. Et d'ailleurs d'humanité parfois trop humaine, j'ai envie de dire, surtout pour le juge lui-même. Non, c'est pas ça. Parce qu'il juge les autres, mais lui-même, il est pas partial, quoi. Non, il essaye d'être. Il parle beaucoup d'une espèce d'ascèse. Il parle beaucoup d'inhumanité. En fait, c'est vrai que la justice a ses codes personnels, je dirais, à elle, et qui correspondent pas, qui sont là aussi pour régler nos émotions, nos humeurs, et qui parfois c'est difficile de suivre la logique de la justice qui n'est pas la nôtre. Et lui s'applique
comme homme de loi à faire ça, sauf quand son intérêt personnel évidemment rentre en jeu et tout d'un coup là il fait des entorses et puis aussi parce que tout d'un coup il a décidé de mettre son humanité dans sa poche, on sait pas trop où. Il y a un truc qui est très intéressant dans cette pièce aussi, c'est le contraste entre la grandeur des symboles, donc là il y a les hermines, la justice, le glaive, la balance, enfin c'est lourd, et puis la fragilité des petites vérités humaines que vous venez de nous raconter en fait. Oui, parce que mais c'est cette opposition dont parfois on perd le fil, c'est-à-dire que on a l'impression qu'à chaque fois les politiques, les gens qui font la justice, les garants de la démocratie sont des êtres quasiment des dieux et des déesses, mais pas du tout. C'est des gens fragiles comme nous, qui ont des mauvaises nuits comme nous, des enfances difficiles comme nous, et en revanche ils endossent des choses qui ont une répercussion sur tout le monde. Oui, c'est un sacré rôle à endosser, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est qu'il y a une mécanique presque horlogère. Il y a le rythme, le contretemps, le surgissement, il y a les secrets dévoilés. C'est un rythme très précis. Comment vous avez travaillé ça ? Longtemps, non. avec application. Ben non, c'est tout le talent aussi de Daniel Collat d'avoir mis ça, d'avoir mis cette technique comme ça, comme une horloge très précise qui dévoile petit à petit les rouages de cette journée, les rouages de cette famille dans laquelle il y a un commissaire quand même qui est hors famille, qui va débarquer parce que il y a une affaire criminelle qui va débarquer qui n'est absolument pas prévue dans cette journée d'attente, et voilà, c'est une mécanique effectivement très précise, mais qui déraille aussi. Bien sûr. Et alors cette exigence justement de la mise en scène, vous la connaissez bien, parce que vous avez travaillé avec des metteurs en scène, pas n'importe lesquels, extrêmement précis, de Murat à Benoît, en passant par Lecomte. On imagine que ce jeu-là, cette précision, cette tension, puis le jeu avec le rire aussi, c'est un grand plaisir pour vous, finalement, c'est presque libérateur, non ? Il faut que je cite George Wilson, qui a été le plus exigeant de tous, qui a été un de mes premiers metteurs en scène. Ben oui, c'est jubilatoire ensuite quand on travaille dans notre petit coin de rencontrer le public et de voir aussi, comme tous les soirs, le public fait évoluer la scène et les acteurs d'une certaine façon. Si on voit qu'ils vont plus vers le rire, la pièce va prendre une autre dimension. La pièce est assez multitask aussi, c'est-à-dire que selon l'écoute et selon le public, voilà, quand on a eu beaucoup d'hommes politiques dans la salle, je vous assure qu'il n'y avait pas beaucoup de rire. Ils en prenaient se demande pourquoi. Ils en prenaient un peu pour leur grade, et donc nous on avait envie de rire sur scène, mais voilà, non, c'est formidable ce dialogue avec le public qui est sans cesse renouvelé. Je sais, c'est bateau de dire ça, mais du coup votre jeu il change complètement tous les soirs en fait. Pas complètement. Pas complètement, parce qu'on est quand même. La même, bien sûr. Oui, la base est la même, et puis on joue avant tout avec nos partenaires. Mais c'est vrai que il y a des fois où il y a des choses qui s'infléchissent et les rires qui libèrent des énergies, c'est sûr. C'est quoi vos outils essentiels quand vous travaillez, Florence Darel ? C'est le souffle, c'est l'écoute, c'est le regard. C'est quoi sur scène le plus important ? L'écoute. L'écoute, faut entendre, écouter celui qui est en face. Quoi. Entendre, percevoir ce que l'autre vous envoie, et puis l'énergie. Effectivement, il faut avoir beaucoup d'énergie quand on arrive sur scène. On est chargé de quelque chose. On sort de quelque part finalement. On n'entre pas seulement sur scène, on sort de quelque part. Le personnage il sort de quelque part. Donc il faut rentrer avec cette énergie là. Et donc pour se mettre en condition, vous racontez où vous étiez avant, comment... Oui, j'ai fait un parcours. Oui, j'ai fait un petit parcours dans ma tête. Est-ce que vous avez le trac toujours quand vous montez sur scène tous les soirs ? Oui, j'ai toujours un moment. Alors j'ai des exercices. Alors, c'est avant de monter ou c'est sur scène directement ? Ça dépend. Ça peut être avant de monter. Il faut pas trop. 2 heures avant, je commence à rentrer dans une espèce de petite bulle où il faut pas trop m'embêter, il faut pas trop me parler, il faut pas trop. Voilà, je m'abstrais un peu de la vie pour laisser un peu le vide se faire et laisser rentrer la parole de l'auteur et les énergies des personnages. Alors je vais faire une référence à Acteurs Studio, mais est-ce qu'il y a un aspect des personnages que je vous jouez, et notamment celui que vous incarnez dans Drôle de Justice, qui vous révèle après en vous une partie de vous-même que vous n'auriez pas imaginé ? Est-ce que vous sortez différente, grandie d'une pièce comme ça ? Grandie, je ne sais pas, différente, c'est sûr, parce que de toute façon, on apprend à travers le personnage et ce qu'on lui fait dire, on apprend l'empathie, et par rapport à des
des personnes dont on est obligé d'imaginer, voilà, on est obligé d'imaginer le quotidien. Par exemple, là, sur ce personnage-là, c'est vrai qu'on se demande parfois, devant le côté tellement abject de mon mari, pas de Daniel Rousseau, mais du personnage qu'il interprète, on se demande pourquoi elle reste. Et donc, je ressemble absolument pas à ce personnage-là, je supporterai pas le quart de ce qu'elle supporte, mais justement, dans cette interrogation de pourquoi est-ce qu'elle reste, comment est-ce qu'elle trouve sa liberté ailleurs, à quoi elle renonce et qu'est-ce qu'elle développe, vous voyez, on il y a un découvre questionnement des aussi choses. sur la position des femmes dans la société et comment elle évolue, en fait, c'est ça que vous racontez. Oui, parce que ça se passe dans la bourgeoisie et on voit qu'elle a abandonné, elle voulait être psychanalyste, on voit qu'elle a abandonné ses études et elle s'est coulée, elle a fait 2 enfants, elle s'est coulée sans doute dans le mode bourgeois social de son mari magistrat, mais elle est beaucoup plus que ça et elle trouve, elle va accompagner des prêtres dans leur mission auprès des prostituées, elle va s'occuper des SDF, et puis ce faisant, elle prend sa liberté et puis elle oublie un peu aussi ses enfants. C'est plus facile parfois de s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur que de s'occuper des problèmes qui sont dans la famille. Oui, bien sûr. Jean-François Piège, une pièce de théâtre, c'est un rythme des entrées, des silences, des surprises, on vient de le dire. C'est un peu pareil, un restaurant gastronomique, c'est de la mise en scène en fait, comme Florence Darel, vous entrez en scène vous aussi? Alors c'est pas nous qui entrons en scène, C'est les maîtres d'hôtel? Non, c'est les clients. Les clients. Ah ouais? C'est les mangeurs. D'accord. Et nous, on est là pour les servir en fait. Ok. On leur fait vivre quelque chose. C'est pas tout à fait la vision. Non, parce qu'on les accueille en fait. Quelqu'un qui arrive, qui pousse la porte du restaurant, on aura réfléchi à quelle porte il va pousser. Chez moi, au grand restaurant, le restaurant gastronomique, les gens rentrent par la cuisine. Donc le premier bonjour qu'ils ont, c'est le bonjour des cuisiniers. Donc c'est ça, si c'est pas de la mise en scène, excusez-moi. Oui, mais c'est eux les acteurs en fait, c'est eux qui le vivent. Oui. Nous, on leur... Mais est-ce que, parce qu'on peut retourner la question, du coup, Florence, le public, c'est pas lui l'acteur, mais si, il l'est en fait quelque part. Oui, aussi. il l'est, mais il vient au spectacle. Il vient au spectacle. Nous, ils viennent. Alors, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez en disant les acteurs, après avoir joué la pièce, Ils vont manger et en parlent. Mais c'est ce qui est la France en fait. Ce qui fait la différence de la France depuis très longtemps, c'est que quand on est à table, on parle du prochain repas. C'est vrai. Ouais, c'est ce que disent beaucoup les étrangers d'ailleurs. Voilà. C'est vrai. Et nous, c'est les intellectuels qui c'est ont... très Lino Ventura, tout ça. Voilà, qui ont... Lui, il enchaînait les restaurants, c'était quelque chose. Hein. Oui, puis nous, il y a les intellectuels qui ont, comme Bria Savarin, qui ont, avec la physiologie du goût, qui ont pensé la nourriture. C'est ce qui fait probablement sa particularité. Et aujourd'hui, la gastronomie, c'est vrai qu'on pense ce qu'on va proposer. C'est pas simplement une volonté, une intuition et une envie. C'est une réflexion qui amène à ce qu'on va proposer. Mais du coup, on devient acteur quand on est client parce qu'on mange, quoi. En fait. Oui, et puis de la façon dont nous, on a décidé, chez moi, au grand restaurant, au début, on mange avec les doigts. Parce que toujours meilleur avec les doigts. Pour désinhiber le moment, j'aime bien que le début du repas, on vienne chercher des choses du bout des doigts. Parce que ça permet de ne pas être pris dans ce rôle du client qui est servi. On n'est pas dans la la cuisse où, voilà, exactement, on est dans cette... C'est quelque chose de contemporain. C'est ça qui a changé. C'est pour ça que je dis que le mangeur... Alors moi, je dis les clients parce qu'il y a un aspect commercial, mais quand je parle des gens qui s'assoient à ma table, je parle des mangeurs. Mais est-ce que vous servez différemment si les gens aiment ou pas? C'est une vraie Alors, question. s'ils en veulent plus... J'allais dire c'est table ouverte, mais comme c'est déjà très généreux en général, il suffit de manger ce qu'on propose. Mais non, alors ça, oui, aucun sujet. Et puis surtout, c'est si on a proposé quelque chose qui ne convient pas, on va essayer de proposer autre chose. C'est un dictat d'un grand restaurateur qui disait l'important ce n'est pas de satisfaire un client, c'est de le laisser partir insatisfait. Et je pense que ça c'est important. Et vous, Florence Darel, dans le jeu, c'est la même chose en fait. Sur scène, parfois, vous évoluez dans votre jeu aussi en fonction de l'énergie que vous récupérez du public. Quoi. Ah oui, c'est ça que vous disiez. Complètement, oui. L'énergie du public nous porte ou pas. Et parfois, c'est très étrange. Quand ça vous porte pas, c'est comment? C'est dur. On se regarde, on sort dans les coulisses, on dit ils sont durs, ils sont durs. Et puis souvent on dit oui, mais ils écoutent. Et c'est ça. Oui, voilà. Et donc en fait, c'est très touchant de voir, et très touchant et très mystérieux de voir la façon dont les gens reçoivent les choses. Et puis quelquefois il y a des gens qui dorment. Alors moi, les gens qui dorment.
je suis pas du tout, ça m'afflige pas du tout, au contraire. Je me dis, on s'endort là où on est bien. Et donc, s'il y a des gens qui dorment parce qu'ils ont eu des trop grosses journées ou des réveils trop tôt, je me dis, ils sont bien, ils sont dans la chaleur du théâtre, ils sont avec nos voix, ils dorment, c'est pas grave. J'adore, c'est excellent, vous l'aurez compris. Entre haute cuisine et théâtralité, aujourd'hui, on est sur Sud Radio avec le chef doublement étoilé Jean-François Piège et la comédienne qui illumine aussi la scène, Florence Darel. Vous restez là, nous on revient dans un instant. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et c'est excellent, tout comme... Oh, ça rigole, ça rigole. Pardon. Non mais vous avez le droit, Non, au on se sent bien, c'est pour ça, c'est c'est le préambule de tout à l'heure. Ouais. Voilà, on se sent bien. Le but, c'est aussi de ce que vous disiez, Jean-François Piège, par rapport aux clients. Nous, on a le même rôle par rapport à nos auditeurs et à nos auditrices, effectivement. Très important qu'ils passent un bon moment quand ils nous écoutent. Donc, vous l'aurez compris, chers amis, on est avec le chef très étoilé, Jean-François Piège, et son beau livre, Ma cuisine française à la poule au pot. C'est sorti aux éditions Hachette Cuisine. Et puis, à ses côtés, la comédienne plurielle, Florence Darel, actuellement à l'affiche de Drôle de justice, c'est au théâtre de Passy. Donc, vous êtes quand même un des rares chefs, Jean-François Piège, à avoir une cuisine très haute, très technique. Donc, il y a le grand restaurant. On est sur vraiment de la gastronomie évoluée, très évoluée. Puis, la cuisine populaire, bourgeoise, chaleureuse de la poule au pot ou autre. Parce que finalement, la cuisine, c'est le plaisir. Et puis, il faut que tout le monde puisse y goûter, quoi. C'est ça. Alors... Ça, c'est la conclusion. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de vivre. C'était très égoïste, ce choix. J'avais envie de vivre des expériences. Parce que hier soir, quand je suis sorti du grand restaurant, je suis parti dans un autre restaurant qui s'appelle l'Épidore, qui est un bistrot populaire, où on travaille en ce moment sur les frites. Ouais. Mais ça a la même noblesse de travailler sur les frites que de travailler sur un turbo. Ouais. En fait, ce qui est important quand on est restaurateur ou quand on est cuisinier, c'est pas le luxe, c'est la qualité. Et de choisir la bonne pomme de terre, la bonne taille, la bonne température d'huile, la bonne fréquence dans laquelle les bains vont se passer, le temps. En fait, c'est ça ma passion. Ma passion, c'est de savoir comment on va essayer de proposer le meilleur. Et nous, ce qu'on essaye, ce n'est que ça. On y arrive, j'espère, le plus souvent possible, mais c'est tout le schéma que j'essaye de mettre en place avec mes collaborateurs. Quel que soit l'établissement, quel que soit ce que vous proposez dans l'assiette, quoi. Voilà. Alors, on y arrive ou pas, parce qu'on y arrive peut-être pas tout le temps. Alors, comment on fait une très bonne frite, Jean-François Piège ? Alors, ça dépend du mois de l'année. Parce qu'en fait, on est dans les jeunes pommes de terre qui ont été ramassées il y a peu de temps. Quand on va se retrouver... Faut pas qu'elles soient trop jeunes, du coup ? Le meilleur moment, je pense qu'on n'est pas très loin de ce moment-là. Il faut choisir une variété. En ce moment, nous, on est vers l'Agata. D'accord. Pourquoi ? De production. Parce que je trouve qu'elle a un équilibre entre sa sucrosité, sa texture et son goût qui est parfait. Il y a la grilla qui peut être pas mal, mais Agata est mieux. Agata, on note. Mais ça dépendra de la taille aussi. D'accord, faut pas qu'elle soit trop petite. Voilà, exactement. Et donc, et puis son bain, est-ce qu'on va la blanchir ? Est-ce qu'on va la blanchir dans de l'huile ? Est-ce qu'on va juste la cuire un peu à la vapeur ? Est-ce qu'on va la laisser refroidir ? Ça se fait à la vapeur, la frite ? Ça peut. On peut. On a fait des essais. C'est-à-dire que la première cuisson n'a pour effet que de la rendre moelleuse et bonne. Après, il faut la saisir, quoi. Et après, on va la rendre croustillante et dorée. Donc, le premier bain a une importance. Est-ce que la graisse d'oie est pas mal aussi ? Pourquoi pas ? Et le blanc de bœuf ? Je sais pas. C'est plein de secrets que je peux pas vous donner parce que ceux-là on va les garder. Mais en fait c'est des choix. C'est des choix. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre ? Le sel à la fin, moitié sel fin, moitié fleur de sel, parce qu'on veut le sel fin qui vient l'assaisonner, on veut la fleur de sel qui va bien être croquante à la fin. Voilà, c'est des choix en fait. Alors est-ce que tout le monde le comprend ? Je sais pas, mais en tous les cas, nous, on le donne tout le temps dans ce sens-là. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes passionné, clairement que c'est un métier passion, quoi. C'est un truc mais comme tous les métiers. Mais comme tous les métiers. Non, tous les gens sont pas passionnés par ce qu'ils font. Quand même, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont moins de chance, qui font pas un métier passion. C'est vrai, métier passion, faut tenir aussi le chemin. Ça, on peut en parler quand on est comédienne, c'est pas simple. Je veux pas du tout de quoi vous parler. Je me souvenir de la phrase de ma maman qui m'a dit moi je voulais être jardinier et un jour je suis arrivé la voir, je lui ai dit que je voulais être cuisinier et je pense que je l'ai assez surprise. Et elle m'a dit pour me décourager, mais évidemment j'étais à l'âge où on écoute peut-être un peu différemment les conseils de ses parents et elle m'a dit tu sais tu travailleras quand les autres se reposeront. Donc je vois bien de ce qu'il en est. Et Top Chef, 2 mots sur Top Chef quand même. Vous avez formé, vous avez guidé, vous avez souvent bousculé toute une génération de jeunes cuisiniers. Oui, puis alors maintenant c'est évident parce qu'on connaît, mais quand on a commencé, la cuisine à la télé n'existait pas sous cette forme-là. Ça a contribué.
Oui, ça a contribué à populariser et à anoblir. Oui, même métier, à anoblir. Oui, parce que vous êtes un peu les rois aujourd'hui, on peut le dire quand même. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Non, mais si, dans l'inconscient collectif, le chef, c'est le chef, quoi. Ah non, je crois pas. C'est au même titre que le maître d'art, hein, je veux dire. Alors, si c'est vrai, il ne faut pas l'entendre, parce que je vais garder ces phrases d'un chef avec qui j'ai travaillé, et qui me disait, pour rétablir toute vérité et le bon sens qui est nécessaire quand on fait la cuisine, parce qu'on l'a fait pour les autres, n'oublie jamais que tu sers du caviar, mais tu manges du pâté. Ça voulait dire reste à ta place. Et donc j'aime bien cette idée, parce que l'humilité. Ça, n'oublie pas que tu sers du caviar, mais que tu manges du pâté. C'était un langage fleuri d'une époque, mais je pense que ça veut dire qu'en fait on est là pour le plaisir de nos convives, de nos mangeurs, que ce soit dans un bistrot ou dans un gastro. On est là pour eux, pour leur faire plaisir. Florence Darel, bon, il y a quand même un petit extrait que j'ai un peu farfouillé, c'est pas le moindre. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, puis vous allez nous l'expliquer aussi. On écoute, ça dure pas longtemps. Je repense à ce garçon, c'est moi qui me souriais dans ce grand train vers l'ennui. C'est Cathy prend le train de Graziella de Michel, hein, qui a été réalisé par Cyril Collard. C'était pas n'importe qui non plus, Cyril Collard. C'était en 1987. Et c'est une chanson qui vous a lancé, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est Graziella qui m'a repérée au Palace, en train de danser, et avec qui on a noué des liens, et qui a été la première à me donner ma chance, qui a été la première à me choisir, à me donner ma chance. Et c'était pas rien, parce que je connaissais personne. J'habitais à Issy-les-Moulineaux, je connaissais absolument personne dans ce métier. Et c'est par le truchement, effectivement, de ma vie de patachon en boîte que j'ai rencontré. Comme quoi. Voilà. Alors, il y a un autre moment très important pour vous, c'est celui où vous osez écrire directement à Éric Rohmer. Vous voulez bien nous raconter ça aussi ? Oui, c'était bizarre, parce que je voulais devenir comédienne de théâtre, mais pas du tout actrice de cinéma. Et un jour, j'ai vu 4 films, dont Les 4 aventures de Renette et Mirabel de Rohmer, et j'ai eu vraiment, c'était au Balzac, sur les Champs-Élysées, et vraiment j'ai eu un sentiment, peut-être que j'ai plus jamais eu, de pourquoi est-ce que je suis dans la salle et pas sur l'écran. Et donc j'ai écrit ça à Rohmer, parce que je pensais que c'était totalement extraordinaire comme sentiment. J'avais pas du tout vu tous les films de Rohmer. J'avais vu Les Nuits de la pleine lune avec le regretté Tchéky Karyo. Mais et donc effectivement j'ai trouvé l'adresse de la production, et puis j'ai écrit une lettre, et j'ai joint une photocopie de photo, et j'ai vraiment lancé ça, mais comme une... Et ça a marché, quoi. Et voilà, ça c'est vraiment incroyable. Il vous a reconnu, en fait. Oui, lui aussi m'a sans doute reconnu, parce que il m'a reçu, il m'a fait parler beaucoup. Il me faisait toujours beaucoup parler. En fait, il était en train de m'étudier pour étudier même mon phrasé, mes phrases, mes situations, et s'en inspirer pour écrire son film. Mais à l'époque, il me disait que je devrais devenir écrivain et pas du tout comédienne. Et il répétait tous les quarts d'heure: j'ai rien pour toi en tant que comédienne. Ouais, enfin, il vous a quand même. J'ai rien pour vous. Il y a quand même eu un rôle très important avec lui. Il y en a eu d'autres, mais il y a le Conte de printemps. C'est ça qui vous révèle au grand public en 1990. Oui, avant, il m'a fait faire un tout petit sketch pour France Télévisions. Enfin, ça s'appelait France 3 à l'époque. Non. On avait fait les jeux de société à travers les âges. Donc, on parlait en vieux français. Avec des dialogues. Oui, d'Adam de la Halle, du XIIIe siècle, avec l'accent picard. Ça vaut son pesant de cacahuètes. C'était quand même un réalisateur, c'était un maître, on peut le dire, hein, Éric Rohmer. C'est-à-dire que c'était un homme d'une curiosité, d'une intelligence, il avait un univers tellement particulier, tellement singulier. J'étais un peu trop jeune pour me rendre compte de son côté exceptionnel. Moi, je l'aimais énormément, je l'admirais, mais je me rendais pas compte à ce point-là que c'était un univers il fait partie de notre patrimoine lui aussi, quoi, clairement. Ouais. Oui. Oui. Florence, quand on regarde vos débuts, on se dit qu'il y a des actrices qui commencent avec des figurations, des pubs pour le shampoing et tout, et puis vous, il y a vous. C'est-à-dire, il y a Éric Rohmer, il y a Claude Berry, il y a Gianni Amelio, il y a Jacques Rivette. On pourrait presque croire que vous aviez un abonnement entrée directe chez les génies du cinéma. Comment ça s'est passé, ça ? C'est fou. Mais je sais pas, mais ça a commencé avec l'équipe technique de Cyril Collard, avec qui j'avais fait ensuite un court-métrage pour le musée d'Orsay avec Angelin Prel-Jocage, et qui m'a mis sur un film d'auteur de Jean-Claude Biette qui s'appelait Le Champignon des Carpates. Alors j'ai fait une pub quand même pour Piala. Ouais.
Enfin, je crois que c'était pour le Crédit Lyonnais. Fais une pub avec Piala. Oui, bon. c'était Piala, mais c'était quand même. Non, mais Piala, le Crédit Lyonnais, personne ne le sait. Ça. Non, ça, personne ne le sait. Personne ne le sait. Et en fait, il y a énormément de grands réalisateurs qui gagnent leur vie comme ça. Bien sûr. Alors, il y a un truc, vous avez un truc en commun tous les deux aussi, c'est que vos deux carrières, elles commencent par un geste très fort. Vous, Florence, c'est ce clip réalisé par Cyril Collard. Ça déclenche une trajectoire, hein, clairement, que vous n'étiez pas forcément. Oui, mais vous pensiez pas que ça allait arriver tout de suite comme ça, aussi vite, quoi. C'est ce que vous vouliez faire depuis vos 13 ans, hein, Oui. Voilà, mais tout d'un coup, ça vous est tombé dessus, quoi. C'est un geste fort. Oui, c'est un geste fort. J'avais aussi fait, mais je sais plus si c'est les dates, mais ça doit être à peu près la même chose. J'avais fait une figuration dans Frantic de Polanski et puis dans Valmont de Milos Forman. Oh. Pas mal, hein? Pas mal. Milos Forman, dis donc. Ça fait des frissons. Et vous, Jean-François, vous entrez dans les plus grandes cuisines de Palace et puis tout d'un coup, vous dites bah non, je m'en vais et vous montez votre boîte, quoi. Ça aussi, c'est un geste fort, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut s'en sortir hein, du milieu du luxe, du très très haut de gamme comme ça dans les palaces et tout. Oui, parce que c'est des trajectoires toutes tracées quand même. Hein. Oui, mais quand on a envie d'être soi-même, à un moment donné, il faut en assumer la totalité de l'expérience. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris. Vous aviez fait le tour, quoi. C'est pas ça, c'est la vie qui me l'a démontré. C'est-à-dire que j'étais dans une maison qui s'appelait le Crillon, et à l'époque, il y avait un changement d'actionnariat, et je voyais passer les différents propriétaires, les différents directeurs, et à chaque fois, c'était un travail supplémentaire. En plus de celui de s'occuper des clients, il fallait aussi tisser ces liens de confiance avec ceux avec qui on va construire quelque chose. Et je me suis dit que c'était le moment, en fait, de ne plus laisser aux autres la gestion de ma carrière, mais de la prendre en main. Ouais. Et de s'assumer soi-même. Donc, à un moment donné, je suis allé voir la banque. J'ai trouvé une banque qui m'a fait un crédit. J'ai acheté un restaurant et c'est parti, voilà. Et vous avez commencé avec... alors, attendez que je le retrouve. Le Clover, hein, c'est ça, en 2014 Notre premier restaurant, c'est le Clover avec Elodie. Que vous avez toujours, d'ailleurs. Qu'on a toujours. Voilà. Et puis, on a fait faire à Clover des petites frères et des petites ça, sœurs, on va y revenir voilà. parce qu'il y en a pas mal, effectivement. Allez, c'est l'évidence de l'excellence. Bah, c'est excellent, évidemment. Et puis, c'est sur Sud Radio avec le chef Jean-François Piège, la comédienne ou Florence Darel qui nous font un peu rêver tous les deux quand même. Encore un peu de temps à passer ensemble. On est de retour tout de suite. Vous restez là, évidemment. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent avec le chef multi-étoilé Jean-François Piège qui publie Ma cuisine française à la poule au pot, c'est aux éditions Hachette Cuisine. Et puis à ses côtés, la comédienne Florence Darel, actuellement sur les planches du théâtre de Passy dans Drôle de justice. Donc, il y a un autre point commun dans vos deux univers, à tous les deux, c'est que vous cherchez la même chose en fait, c'est une forme de vérité. Vous, c'est la vérité d'un personnage, Florence. Faut quand même aller le chercher au cœur, quoi. Oui, on l'a trouvée, elle repart aussi sec. Donc, ah ouais oui. Vous n'arrivez pas à la garder? Non, c'est un combat. Enfin, c'est pas un combat. Hein, faut pas. Non, mais c'est une recherche de tous les jours, vraiment. C'est volatile, quoi. C'est volatile, bien sûr. Donc tous les jours, il faut se remettre dedans. C'est-à-dire que toutes les vérités sont assez volatiles. Hein, aussi, ouais, hein, ça c'est vrai. Oui. Ouais, c'est très objectif. Ce qui est vrai un jour ne l'est pas forcément. C'est très le lendemain. objectivement subjectif, j'allais dire. Voilà, exactement. Et puis vous, c'est la vérité d'un goût aussi, Jean-François? Oui, c'est la capacité de se révéler à travers son action, c'est-à-dire de trouver quelque chose. Mais pour ça, en fait, c'est une introspection personnelle. Moi, je rêvais pas d'être chef, je rêvais de savoir ce que les chefs faisaient. C'est ça mon mantra. La curiosité, quoi. Oui, l'envie d'apprendre. Voilà. C'est culturellement de connaître le maximum pour proposer le meilleur à ceux qui vont goûter. Si on rêve d'être chef, on rêve probablement d'une image. Quand on rêve de savoir, on rêve d'une réalité, en fait. C'est vrai, c'est très juste. Vous, Florence Darel, il y a aussi votre parcours profondément théâtral. Hein. Donc on va reparler de George Wilson, hein, justement, avec cet héritage du souffle et du respect absolu pour la langue. Alors Georges, il m'a fait... j'avais l'impression qu'il me déconstruisait et qu'il restait plus que le squelette et ensuite il rebâtissait au-dessus. C'était quelqu'un qui avait le sens effectivement de la musique, du souffle, de la... On travaillait Ruy Blas de Victor Hugo et par exemple il me disait, pour me faire travailler, il me disait écoute des grands airs d'opéra. Et puis il me faisait travailler ma voix parce qu'elle n'était pas encore très bien sorti à l'époque et qu'on jouait au Bouffe du Nord. C'est marrant que vous disiez sortie. Parce que ça sort une voix à un moment donné. Oui, ça sort une voix. Ça sort. Moi, je me mettais dans la forêt de Fontainebleau, sur les rochers, je mettais mes parents en bas et je gueulais mon texte jusqu'à ce qu'ils l'entendent. Et en fait, il y a tout d'un coup une sensation physique
qui fait qu'on sait qu'on peut atteindre l'autre et après on l'oublie plus. Et puis Bernard Murat, quand même, on peut en parler aussi 2 minutes. C'est pas n'importe qui celui-là. Oui, Bernard Murat C'est la précision. et Jean-Paul Belmondo. Oui. Parce que c'était Bien dans ce sûr. cadre-là que j'ai travaillé avec Bernard Murat et il avait... Ça, c'est quelque chose. On aussi. était une vingtaine sur scène, c'était un énorme spectacle. Frédéric au boulevard du crime d'Éric Emmanuel Schmitt. Et on a été des acteurs, enfin il y avait que des acteurs extraordinaires et Laurent Spielvogel, Philippe Corsan et ce qui était magnifique, c'était la façon dont tout s'orchestrait avec humour, respect et gentillesse autour de Jean-Paul Belmondo. Alors, la diversité qu'on entend dans le parcours de Florence, vous l'avez créée dans vos restaurants, Jean-François Piège. Donc, il y a le grand restaurant dont on a parlé, qui voit le jour au cœur du Triangle d'Or. C'était 2 étoiles dès 2016, c'est ça ? Absolument. Et puis, il y a le Clover Grill qui vient ensuite. C'est le temple de la braise et de la rôtissoire. On est complètement sur autre chose. Totalement, mais c'était une expérience que j'avais envie de vivre, en fait. Moi, je collectionne pas les restaurants, je collectionne les expériences. C'est pour ça qu'ils ont une identité forte chacun. Et ce que j'aime, en fait, c'est qu'en plus, on les fait vivre un petit peu, on les fait grandir. C'est vrai que ce restaurant, Clover Grill, qui a commencé à être de la cuisson à la braise, je voulais cuisiner au feu de bois parce que je pense que c'est de là d'où on vient. Ouais. Et c'est une cuisine qui est Le goût assez... n'est pas le même. Voilà, c'est pas le même. Et c'est devenu, au fur et à mesure du temps, un steakhouse. Parce que c'est aujourd'hui un steakhouse. Au début, et alors vous avez Clover Grill et vous avez le Clover Green. Green. Alors oui, celui-là, c'est différent. Il est devenu maintenant. C'est le premier Clover en fait. Ouais. C'est le premier Clover. À un moment Ça donné. c'est végétal quoi. On a Oui, compris. mais celui-là, il est un petit peu. Il est devenu Clover Saint-Germain maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Gauche caviar. Pardon, c'est sorti tout seul. Qui mange du pâté. Voilà. Voilà. Il y a aussi le Clover Gordes dans le alors Luberon. celui-là, c'est ça un restaurant qu'on a au sein de la Bastide de Gordes. Ouais. Et c'est un bonheur parce qu'on est accroché dans cette Bastide avec une vue formidable sur toute la vallée. Et on fait une cuisine provençale. Donc on s'est imprégné de... Dans un cadre incroyable. Mais dans un cadre en fait où le décor c'est la vue en fait. Ça donne trop envie. Et Gordes, c'est On va aller dans le village... Luberon. Oui. Vous avez l'Épidore. Alors ça c'est un bistrot gourmand. Un bistrot, oui, c'est l'Épidore, c'est en face de la bourse de commerce qui était la halle au grain et en fait ça s'appelle l'Épidore parce que c'est là où venaient festoyer les courtiers qui après avoir vendu leur lot de grains à la bourse du commerce venaient dans ce bistrot et donc il y a juste avant le Covid en 2020, quelques mois avant le Covid, on a eu la chance de le racheter. Maintenant, on dit que c'est une chance. À ce moment-là, c'était moins sympa. C'était moins sympa. Mais on a fait un bistrot populaire, ce qui est pas du tout la même chose que la poule au pot. C'est un restaurant où les tables sont petites. On vient manger un plat du jour. On vient manger quelque chose qui est... c'est une clientèle de quartier. On pousse la porte, on rentre, on s'assoit. Bon, votre fil rouge, c'est de nous faire, je vais parler vulgairement, kiffer. Oui, mais c'est ça. Et puis fait. de sublimer la cuisine française aussi. Alors sublimer, j'aurais pas j'aurais pas cette prétention, mais je dirais en fait au moins de la faire vivre, parce que c'est important qu'elle vive, et c'est important que les gens qui s'assoient aux tables de nos restaurants aient cette envie en fait de se dire on va prendre du plaisir ici, que ce soit dans un croque-monsieur. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis posé la question, c'est quoi un croque-monsieur? Comment on le fait? Donc en fait, on a choisi Mettez un de la pain. béchamel ou pas? Non, de la crème de fromage, c'est meilleur. En fait, on fait C'est fondre du une fromage vraie avec un peu de crème sur le coin du feu. Ouais. On l'émulsionne bien et on le fait pas trop chauffer parce que sinon le fromage après va... Après, il a pas le même goût. Non, mais ça va bloquer. Donc on tartine le pain de beurre, on le retourne, on met la crème de fromage, du jambon de Paris, une tranche d'emmental. On fait ça 2 fois et on met ça au milieu dans un appareil comme un croque-monsieur parce que c'est meilleur que quand c'est fait dans un grill. Ça cuit des 2 côtés, le pain devient croustillant quand ça marche, ça fait comme ça. Je fais du bruitage et en fait au milieu et on sert ça juste avec une salade et ça peut être quelques frites et ça marche ça en fait. Donne faim. Mais ça peut être aussi un sublime bar servi avec un condiment cap citron et un jus de feuilles de capre assaisonné de sapo. Ben ça c'est le grand restaurant. C'est ça la cuisine en fait. C'est pas une question de lutte des classes, c'est une question de plaisir. On passe au portrait chinois, chers amis. On commence avec vous, Jean-François Piège. Si vous étiez une expression de chef. Si j'étais une expression de chef, j'aurais pu le dire, mais... Vous avez le droit de dire un gros mot, par non, j'aurais dit oui chef, ça fait référence à des émissions de cuisine et à ce qu'on répond quand le chef demande. Mais en fait, je vais juste rajouter que c'est ce qu'on dit aux clients quand ils viennent
ça sera notable, oui. Oui. Oui, toujours. parce que c'est eux les chefs. D'accord. Ça, c'est une vraie vision de l'hospitalité que vous nous donnez aujourd'hui. Florence Darel, pardon. Si vous étiez un personnage de théâtre. Ondine de Giraudoux. Pourquoi ? Parce que elle est amoureuse et parce que elle a des principes et parce que elle est libre. C'est bien résumé. Ça nous va. Jean-François, si vous étiez un péché mignon. La gourmandise, obligé, c'est trop simple. C'est trop facile. Florence Darel, si vous étiez un costume. Un costume. Alors, il y a des costumes qui sont inconfortables, mais qui donnent une tenue incroyable et qui vous aident formidablement pour un personnage. Et donc, à rebours de tout ce que j'ai dit, je vais dire un corset. Ah ouais ? Mais comment vous faites pour respirer avec un corset ? Justement, vous êtes obligé de respirer différemment. Ah, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. D'accord. C'est le carcan qui fait le... Il faut trouver une autre liberté. On vous opprime à un certain endroit, donc il faut se débrouiller pour avoir la liberté et respirer autrement. Très intéressant. Jean-François Piège, avant de vous poser cette question, je voulais dire que vous avez des gestes quand vous parlez de nourriture que je vous observe depuis tout à l'heure qui sont comme une espèce de rythmique musicale. Donc je vais vous demander qu'est-ce que vous seriez comme geste si vous en étiez un. Alors, j'aime beaucoup qualifier les cuisiniers qui arrivent chez moi par un geste, parce que je trouve que la cuisine, elle se fait avec la main, mais la main, c'est le prolongement du cerveau. Et quand on voit poivrer ou saler un aliment, je ne vais pas vous dire qu'on sait qualifier un cuisinier, mais on sait beaucoup de choses sur la personne qui le fait. Et je le vois même chez mes enfants. J'en ai 2, et en fait, les 2 ont 2 attitudes différentes, et on voit qu'on peut avoir une capacité à comprendre ce qu'est ce geste-là. Donc, saler et poivrer, parce que ça peut être très élégant de mettre du sel. Je ne sais pas quoi ajouter à cela, à part vous poser à vous, à votre tour, votre question, Florence, si vous étiez une émotion. Ouf. Il y en a plein. Ouf. Je serais, l'émotion. L'émotion, c'est notre péché, c'est notre qualité, c'est notre défaut, c'est notre travail, c'est notre outil. Donc une émotion, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire la joie, mais je suis pas sûre je tendrais vers la joie. Allez, on répond rapidement à ces 2 dernières questions puisqu'il nous reste peu de temps ensemble. Jean-François Piège, c'est quoi votre Madeleine de Proust à vous ? Bon, j'ai envie de dire, vous nous l'avez déjà dit. Ouais, l'île flottante. L'île flottante, mais alors on va demander l'odeur du souvenir maintenant. Ce moment quand la crème anglaise cuit, vous savez, où la vanille est dans le lait, où le sucre vient d'arriver avec les jaunes d'œufs, qui embaume toute la pièce de la cuisine. J'adore ce moment-là. Quand je fais ça, les enfants, ils sont fous. Ah, j'imagine. Et vous, Florence, que diriez-vous à la jeune fille de 13 ans que vous étiez quand vous avez commencé votre métier ? Enfin, en tout cas, vous avez su que c'était ça. Eh bien, vas-y, fonce. Et la route sera longue et parsemée d'embûches, mais il faut absolument oser pousser les portes. Il faut aimer. Il faut. Je lui dirais que voilà, sois curieuse et je lui dirais, sois un peu moins complexée quand même. Bon, ça vous l'avez écouté. Depuis non, c'est en regardant après à rebours, on se dit mais vraiment quel temps j'ai perdu quoi. Ouais, ça je suis assez d'accord. Hein ? Eh bien c'était excellent, merci beaucoup Florence Darel, merci beaucoup Jean-François Piège. Jean-François Piège, Ma cuisine française à la poule aux peaux, c'est aux éditions Hachette Cuisine, je vous le recommande parce que si vous avez envie de faire de la bonne bouffe pour les fêtes, c'est le livre qu'il faut. Toutes les adresses de vos restaurants, c'est sur jean-françoispiège.com, c'est ça ? Absolument. Voilà, vous avez toute une belle explication, d'ailleurs c'est un très beau site internet. Florence Darel, on vous retrouve dans Drôle de justice, c'est au théâtre de Passy. C'est les mercredis, vendredis et samedis à 19h, c'est ça ? Mercredi, vendredi, samedi à 19h, dimanche à 15h. Jeudi à 21h. Jeudi à 21h. Et je rajoute, il y a Baptiste Gontier, Julie Savard, Elliot Crène et Thibaut Delucy et Daniel Rousseau avec moi. Voilà. Merci à tous d'être avec nous chaque dimanche à 19h pour cet excellent sur Sud Radio. Vous revenez la semaine prochaine et puis il y a aussi Parlons Femmes le samedi à 13h30, vous le savez. Merci à Anthony pour la réalisation et moi je vous embrasse. Bye bye.